La bascule par compétences suppose des adaptations de la manière d'enseigner. Y a-t-il des pédagogies mieux adaptées à l'approche par compétences APC? Avec mon intervenante, nous vous proposons aujourd'hui un guide des pédagogies les mieux adaptées à ce paradigme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie en partenariat avec le service de formation des personnels de l'Université de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Castis, ingénieure de formation et formatrice indépendante. Bonjour Aurélie. Bonjour Didier. Alors Aurélie, est-ce que vous pourriez nous présenter votre parcours pour commencer ? Alors je viens du milieu du e-learning. J'ai travaillé 10 ans dans le privé et dans le public à accompagner des experts métiers sur la pédagogie numérique. J'ai d'ailleurs été ingénieure pédagogique à l'Université de La Réunion. Et depuis 2015, j'ai créé mon organisme de formation où j'accompagne les organismes de formation et les formateurs à enseigner et à faire ce pont entre les travaux de recherche et les mises en pratique concrètes pour améliorer l'apprentissage. Donc une expérience riche dans le public, dans le privé, avec la recherche. Merci de venir nous partager votre expérience. Alors Aurélie, je vous propose de commencer par rappeler en quelques mots ce que c'est que cette APC, approche par compétences. L'APC, c'est une ingénierie de formation, donc elle permet de développer des compétences pour l'étudiant. C'est-à-dire qu'en fin de cursus, l'étudiant soit capable de mobiliser des compétences adaptées à une situation réelle, une situation professionnelle. Et de nos jours, cette ingénierie de formation impacte l'ingénierie pédagogique. Oui, complètement. C'est-à-dire que toutes ces modalités de formation doivent être alignées pédagogiquement. Donc, l'ingénierie de formation va réfléchir à qu'est-ce que l'apprenant doit développer comme compétences et comment il va réussir à les développer. Donc tout ce puzzle d'UE, finalement, de matières qui vont permettre d'atteindre l'objectif pédagogique. Mais ça impacte aussi, comme un changement de paradigme, l'ingénierie pédagogique et la manière d'enseigner. D'accord. C'est-à-dire qu'on a besoin de ne plus simplement transmettre du contenu et des savoirs, mais d'accompagner un étudiant à développer des compétences et de savoir mobiliser ses ressources de manière adaptée à la situation. D'accord, donc un lien important entre ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. Alors, est-ce que vous pourriez également nous définir une de ces situations dont on parle beaucoup, ces fameuses SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation, ou situations complexes? En fait, cette situation complexe, c'est une situation authentique. L'idée, c'est qu'elle soit la plus proche du réel. Donc, ça peut être une situation professionnelle qui va me permettre de faire mobiliser à l'étudiant des ressources. Donc, quand on parle de ressources, c'est des savoirs, c'est des savoir-faire, c'est des savoir-être. Et c'est cette mobilisation de ressources dans une situation de manière adaptée qui fait que la personne devient compétente. D'accord. Comment est-ce qu'on peut former aux compétences nécessaires de cette situation complexe ? Donc, l'idée, c'est d'identifier sur cette situation qu'est-ce qu'il est nécessaire comme ressource pour la résoudre, pour avoir le comportement adapté. Et donc, je vais formuler ensuite ces compétences sous forme d'objectifs pédagogiques. Et donc, je vais proposer à l'apprenant des activités pédagogiques pour le préparer à cet objectif et donc à développer cette compétence. D'accord. Et quelle méthode pédagogique est-ce qu'on peut utiliser ? Alors, on peut utiliser, comme on va le voir, 3 types de méthodes pédagogiques. Ce n'est pas des méthodes pédagogiques, on le voit, hein, ça date des années 60 ou auparavant. Donc, on a de l'apprentissage par problème. Et dans l'apprentissage par problème, on a les études de cas. On a également la pédagogie de projet qui est issue d'une approche constructiviste et socio-constructiviste. Et on a aussi tout ce qui est pédagogie expérientielle avec les simulations et les mises en situation. D'accord. Alors, si je prends ces différents cas et que je m'intéresse en premier à la pédagogie par projet, est-ce que vous pourriez m'en dire plus ?
Donc la pédagogie par projet, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle va développer le sens et la motivation au niveau des étudiants. Généralement, il y a une grande satisfaction à avoir réalisé un projet et on va pouvoir le mettre en synergie avec la situation professionnelle assez facilement. Ça va demander à l'étudiant d'avoir une certaine autonomie. Donc à la fois, il faut l'accompagner vers cette autonomie, mais ça va la développer. On va travailler la collaboration, du travail en équipe. On peut aborder également la créativité avec différentes propositions à mettre en œuvre, à réaliser. Souvent, on adjoint à de la pédagogie de projet une réalisation, un dossier, un oral. Et ça va leur demander, tout au long de ce projet, une certaine adaptabilité. Donc on verra que ça va participer, au-delà des compétences disciplinaires, à développer des compétences transversales. Ce qui va être intéressant sur la pédagogie de projet, c'est de voir comment plusieurs UE vont permettre de développer une compétence. Donc elle sera plus intéressante si on peut le faire en transversal sur plusieurs UE. Et cette transversalité, finalement, c'est la construction du dispositif de formation. Donc le projet peut donner du sens à l'étudiant de savoir pourquoi finalement on a mis tel et tel lieu. Parce qu'elles sont nécessaires pour réaliser ce projet. Donc on reboucle sur le sens et la motivation. Et donc à travers un projet, on va pouvoir évaluer plusieurs compétences. D'accord. Alors, toujours par rapport à cette pédagogie, quels intérêts et quelles difficultés est-ce qu'on peut identifier? Alors, les intérêts, ça va être la collaboration et le travail en équipe avec beaucoup de compétences transversales que le projet va nécessiter. Dans les difficultés de mise en place, souvent il y a cette difficulté de travailler en transversal, de travailler avec une équipe pédagogique. Parfois, effectivement, l'aspect administratif aussi à gérer peut rendre complexe de co-animer. Mais c'est là où la pédagogie de projet aura plus de sens pour les étudiants et aussi au niveau de la formation. Néanmoins, on peut faire aussi une pédagogie de projet uniquement au sein de son UE. D'accord. Finalement, c'est cohérent avec le fait que l'APC se travaille toujours mieux aussi en équipe pédagogique. Oui, tout C'est à la fait. continuité, justement, ce lien entre ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. C'est ça, c'est que ça va permettre de rendre plus transparent auprès des étudiants qu'un programme de formation, c'est un peu un puzzle. Et donc, d'ailleurs, les frontières sont poreuses, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur une UE, on va un peu déborder sur l'autre, et c'est pas une histoire de redondance, en tout cas, c'est une redondance nécessaire. Donc, ce projet, il peut rendre lisible cette ingénierie de formation. On en revient encore à l'importance de l'ingénierie de formation. Tout à fait. Alors, j'aimerais maintenant qu'on bascule à l'étude de cas. Alors, l'étude de cas, elle appartient donc à l'apprentissage par problème, comme on le voyait. Ce qui est intéressant avec une étude de cas, c'est que c'est une activité qui va permettre d'analyser une situation réelle et de chercher des solutions, mais à partir finalement des connaissances théoriques aussi qu'on a pu mobiliser. Donc il y a vraiment une partie analyse et résolution de problèmes. On va être proche de la situation professionnelle, soit à partir de documents authentiques, soit à partir d'un récit d'une situation professionnelle. Et ça la rend assez souple, c'est-à-dire qu'elle peut être vraiment à dimension variable. Est-ce que je fais une étude de cas sur 3 heures avec mes étudiants, avec un certain nombre de documents authentiques, une partie d'analyse et une partie de solution, voire de réalisation? Ou est-ce que je peux même faire un petit QCM, mais qui va être dans l'esprit de l'étude de cas? Un QCM dans l'esprit d'une étude de cas, c'est il y a une situation qui est présentée, et je pose plusieurs questions par rapport à cette situation. Des questions qui vont viser l'analyse de la situation, le lien que je peux faire entre cette situation et des connaissances théoriques que j'ai vues, et ensuite la réponse qui serait la plus adaptée. D'accord. Merci. Et pour dans le cas de l'APC, qu'est-ce que cela apporte? Alors ce que je trouve intéressant, c'est que c'est
assez facile à mettre en place une étude de cas dans sa dimension variable, qu'elle va nous permettre d'accompagner l'étudiant et de bien décomposer les parties, c'est-à-dire d'abord comment faire cette analyse et comment faire le lien entre l'analyse qu'on fait de la situation et les connaissances théoriques qu'on a vues en cours, par exemple. Et donc, elle va nous permettre de travailler des situations professionnelles décrites qui ne pourraient pas forcément être vécues à l'université. Donc, on peut se projeter sur, par exemple, la réalisation d'une conférence qu'on ne pourrait peut-être pas organiser en cours avec le volume horaire. Et ensuite, ça me semble aussi surtout une étape intermédiaire dans la progression pédagogique. On pourrait se dire, d'abord, je vais faire une étude de cas. D'abord, je vais peut-être essayer de bien tester les connaissances théoriques. Ensuite, je fais une étude de cas. On va aller sur l'analyse et le lien avec la théorie. Et ensuite, je peux faire une mise en situation réelle. D'accord. Alors, étude de cas, pédagogie par projet, c'est quand même proche. Est-ce qu'il y a des clés qui peuvent nous permettre de les distinguer? Alors, j'aime bien dire que sur la pédagogie de projet, on va être vraiment sur la réalisation, avec une situation réelle décrite au départ peut-être plus légère. Sur la pédagogie de projet, on va vraiment favoriser la collaboration, la durée dans le temps. C'est ça aussi une principale différence. Une pédagogie de projet, ça va être sur plusieurs séances, tandis qu'une étude de cas, ça va être plutôt sur une séance. Et on va favoriser peut-être aussi la créativité dans la pédagogie de projet, le passage à l'action, la réalisation, donc un champ un peu plus libre, tandis que sur une étude de cas, presque, on pourrait arriver à une étude de cas qui serait corrigée, qui serait commentée. Donc même si ce n'est pas une correction unique, c'est quand même un modèle un peu plus refermé. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à une simplification qui dirait que l'étude de cas, c'est une pédagogie par projet qui resterait théorique? Ou c'est trop simplifié? Alors, ça pourrait être effectivement un peu ça. Ça dépend du sujet du projet, ça dépend de... Mais c'est vraiment cette première étape. L'analyse, le lien avec le théorique, potentiellement des propositions de solutions ou des préconisations, mais pas forcément de réalisation. En tout cas, ça serait une activité un peu plus encadrée, un peu plus limitée. Et elle viendrait, à mon sens, avant la pédagogie de projet. D'accord. Alors, vous nous avez aussi parlé de la simulation et de la mise en situation. Quelle différence exactement entre ces deux situations? Alors, la simulation et la mise en situation, c'est tiré donc de la pédagogie expérientielle. L'idée, c'est d'être au plus proche de la réalité. Donc, comme on peut le voir, on est dans le fait d'agir en situation. On va intégrer plusieurs compétences, par exemple un savoir-faire métier, mais aussi des soft skills. Ça va demander de s'adapter, donc d'analyser la situation pour voir quel est le savoir-faire ou le savoir-être qui est nécessaire de mobiliser à ce moment-là. Et alors, ce qui distingue simulation de mise en situation, c'est essentiellement le domaine. La simulation, elle va être utilisée pour soit des domaines dans lesquels c'est coûteux, donc de l'aviation par exemple, les simulateurs d'avion, et dans lequel, alors là, pour l'aviation, on a les deux, c'est coûteux et dangereux, et dans des domaines dans lesquels ça peut être dangereux, comme la médecine, le secourisme. Donc la simulation est de plus en plus utilisée dans les études de médecine pour pouvoir être sûr que la compétence soit acquise avant que les personnes, les apprenants, soient au contact des patients. Alors justement, quelles compétences vont permettre de développer ces deux méthodes pédagogiques? Alors ces deux méthodes, en fait, on va travailler pour moi toujours sur une analyse de la situation. Mais le fait d'agir en situation, c'est analyser la situation, mobiliser les savoir-faire adaptés, savoir-faire ou savoir-être, voire les deux. C'est-à-dire que souvent, quand on est sur de la simulation, on va être beaucoup sur le savoir-faire. Et quand on est sur de la mise en situation, on va être un peu plus orienté sur des savoir-être. On va l'utiliser sur des scénarios, par exemple, d'entretien, entretien d'embauche, animation de formation, oral, prise de parole en public, par exemple. D'accord.
Alors, ces mises en situation, simulation, comment est-ce que vous les situez par rapport aux deux types de pédagogie qu'on a cités avant, c'est-à-dire la pédagogie par projet et l'étude de cas? Alors si je devais faire un ordre, je dirais d'abord l'étude de cas, puis la pédagogie de projet, puis la simulation ou mise en situation, dans le sens où cette simulation, le fait d'agir sur l'instant va demander aussi une gestion du stress, un contrôle de Tout à fait. soi. Mais parfois, c'est pas adapté, ça dépend de la compétence qu'on cherche à développer. Donc, la simulation et la mise en situation, on est vraiment sur agir en situation, en réel, et donc intégrer cette réactivité qu'on doit avoir. Cette réactivité qui fera que le professionnel sera compétent. C'est autre chose quelque chose d'analyser une étude de cas et de se dire, ça serait bien de faire ceci, comme cela. C'est autre chose de le faire dans un projet sur de la durée avec les problématiques qu'on peut avoir de travail en équipe et agir sur l'instant, avoir le bon comportement sur l'instant, c'est encore un peu plus difficile. Donc, c'est aussi pour ça que je mettrai cette progression. Alors du coup, en tant qu'enseignant, comment est-ce que je fais pour choisir entre ces différentes modalités? Alors, on peut voir déjà que... Alors, je vais faire une orientation un peu simplifiée pour donner quelques clés. Si je veux travailler la compétence de l'analyse, je vais pouvoir travailler sur l'étude de cas. L'étude de cas va me permettre d'être dans un premier niveau, surtout d'analyse, parce que je vais pouvoir avoir la même situation pour tous mes étudiants et leur montrer comment je l'analyse. Si je veux passer sur de l'action, donc du savoir-faire ou du savoir-être, là, si je suis sur de l'action sur le moment, je vais privilégier la simulation ou la mise en situation. Ça pourrait donc pour des compétences en médecine, pour une prise de parole, mais ça pourrait être aussi la manipulation d'une caméra ou d'un logiciel. On est sur une mise en pratique. Si je veux combiner cette analyse et cette action, mais qui n'est pas forcément sur le moment, je vais plutôt m'orienter vers le projet. Donc là, on peut voir, c'est à partir de mes objectifs pédagogiques, des compétences que je souhaite développer, que ça va me donner une indication. Ensuite, je peux voir, est-ce que cette compétence est centrale? Plus la compétence est centrale, plus je veux vraiment développer de la compétence. J'ai besoin d'être sûr, quand je forme des infirmiers, j'ai besoin d'être sûr de leurs compétences. Dans ce cas-là, je peux faire une progression avec ces 3 méthodes pour me garantir vraiment l'acquisition de la compétence. Bien sûr, sur ces 3 méthodes, on a des contraintes différentes. Quand je suis en simulation, en mise en situation, je ne peux pas le faire avec des centaines d'étudiants. Bien sûr. Donc, en fonction des contraintes, donc au début, le premier filtre, ça va être qu'est-ce que je veux développer. Et ensuite, je vais regarder les contraintes, le temps que j'ai à ma disposition, les moyens financiers, la simulation demande des moyens financiers, et le nombre d'étudiants. Et ça va orienter mon deuxième choix. Merci. En tout cas, je retiens que ces pédagogies ne sont pas exclusives. On peut très bien en passer de l'une à l'autre et qu'elles se complètent finalement. Complètement, c'est pas du tout un choix et c'est important de le mentionner. On peut les combiner même dans une seule activité pédagogique et on peut le voir d'ailleurs pour l'évaluation, de pouvoir avoir un projet mais peut-être rajouter une mise en situation qui va permettre d'évaluer une compétence spécifique. D'accord. Et comment est-ce que je peux mettre en œuvre maintenant ces pédagogies? Pour mettre en œuvre ces pédagogies, l'idée, ça va être de repartir du référentiel de formation, d'identifier, de m'approprier ce référentiel pour voir quelles compétences je souhaite développer, qu'est-ce qui me semble le plus important. Au vu de ces compétences et de mes contraintes, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. Et peut-être aussi de réfléchir quelles compétences transversales seront nécessaires aux apprenants pour résoudre la situation. L'idée, ça sera de créer, mettre en œuvre une situation et les former à travers ces différentes méthodes. Donc, quelle est la méthode la plus appropriée pour développer ces compétences? D'accord. Donc, on voit bien maintenant ces différentes pédagogies bien adaptées à l'APC. On a vu en quoi elles consistaient chacune. Comment est-ce que je peux m'y retrouver et vers laquelle aller ou lesquelles aller? Comment les mettre en œuvre? Et forcément arrive
le moment de l'évaluation, puisqu'on arrive avec des méthodes pédagogiques différentes. Est-ce que je dois les évaluer différemment? Oui. Alors, ce qui est important pour moi dans l'approche par compétences et de manière générale, c'est l'alignement pédagogique. C'est-à-dire que je forme des apprenants à atteindre un certain objectif, à développer des compétences. Donc si par exemple je suis passée par une étude de cas parce que pour mon objectif, il y avait besoin d'avoir de l'analyse et des préconisations, finalement, ce que je cherche à évaluer, c'est toujours de l'analyse et des préconisations. Et donc je peux très bien proposer une autre étude de cas pour l'évaluation. D'ailleurs, c'est important que je forme les étudiants à cette modalité d'évaluation. Donc, si je propose une étude de cas en évaluation, il faut qu'ils aient vu comment faire, comment répondre à une étude de cas. L'APC change un peu la vision de l'évaluation. Moi, je la trouve intéressante parce que ce n'est pas une évaluation sanction. C'est-à-dire que l'évaluation est au service de l'apprentissage et tous les feedbacks qu'on va faire vont permettre à l'étudiant d'apprendre. Là aussi, on voit le lien qu'il va y avoir entre l'ingénierie de formation et l'alignement pédagogique. Oui, donc l'ingénierie de formation, elle doit permettre d'avoir déjà un cadre du diplôme qui soit clair et qui soit aligné avec entre de là où vient l'étudiant jusqu'à sa certification, qu'est-ce qu'il doit avoir acquis en sortant. Et cette ingénierie de formation, elle doit se décliner dans l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs pédagogiques ou les acquis d'apprentissage de chaque UE, qu'est-ce que je dois mettre comme activité pédagogique? Donc, si, je prends un exemple simple, si l'étudiant doit savoir parler en anglais avec un vocabulaire technique et scientifique, il faut que je lui permette de s'exprimer en anglais. C'est-à-dire que je ne peux pas travailler uniquement par l'écrit une compétence orale. Donc ça, c'est un premier dilemme qu'on a des fois en fonction des contraintes du nombre de personnes, du nombre d'apprenants ou de moyens. Mais si j'ai travaillé tout au long de ma formation la compétence orale, il faut que l'évaluation soit une évaluation orale. Bien sûr. Donc c'est ça l'alignement pédagogique, tout simplement. Tout à fait. Alors, maintenant, je reviens à cette évaluation. Comment est-ce qu'un enseignant peut corriger une évaluation au travers de ce type de pédagogie? Alors là, c'est vrai que ça demande, alors moi je pense que c'est pour toute évaluation, mais ça requiert encore plus une grille d'évaluation critériée, c'est-à-dire un outil qui va me permettre d'objectiver une évaluation. Comment on l'objective? C'est cet objectif, cette compétence, elle sera acquise si l'étudiant a fait quoi? Et donc, je détermine ces critères et ces indicateurs qui vont me permettre de pouvoir corriger n'importe quelle production, que ce soit une production de projet, un oral, un rendu, un examen écrit. Et ce que je trouve intéressant dans la grille critériée, mais je crois que vous en aviez parlé au sein d'une causerie, c'est que ça va me permettre d'être un double outil pour le formateur et l'apprenant. Pour le formateur et l'enseignant, ça va lui permettre de vérifier que tous les indicateurs ont bien été enseignés dans la formation. Je pense qu'on a tous vécu cette sensation d'avoir une évaluation où on n'a pas été préparé. Et donc, ce sentiment d'injustice qui marque très fort les évaluations et qui est très délétère pour l'apprentissage. Et pour l'apprenant, ça permet d'avoir un compte-rendu factuel de ce qui convient et ce qui ne convient pas dans sa production, et donc d'être plus acteur de son apprentissage, de savoir ce qu'il doit faire, ce qu'il doit modifier pour réussir finalement. Alors, quelle valeur est-ce qu'on peut donner à ce type d'évaluation, in fine? La valeur, elle est... c'est que ce n'est pas une évaluation sanction. En fait, c'est que chaque évaluation est à la fois une mesure à un instant T, d'où la personne en est de son développement de compétences, mais c'est aussi qu'à l'instant T. Donc c'est finalement un feedback que je renvoie à l'apprenant pour qu'il puisse se situer, et peut-être qu'il finira son diplôme avec 10 en
une expression orale en anglais, mais que s'il sait se situer, que si je l'ai accroché, il va continuer son développement de compétences. Donc, c'est un outil au service de l'apprentissage. Et c'est là où on voit un autre changement du paradigme avec l'APC. D'accord. Donc on en revient à ce changement de paradigme. Alors, en tant qu'enseignant, vous m'avez convaincu, j'ai envie de m'y mettre. Par quel bout est-ce que je devrais le prendre ? Alors moi, je conseille de revenir au référentiel. Je sais que ça peut refroidir un petit peu les enseignants qui ont l'impression que c'est cette maquette, c'est complexe. Il faut se l'approprier, en fait. Il faut se l'approprier. Alors, une des techniques qu'on m'avait données, moi, pour m'approprier les référentiels de formation, c'est de le mettre en lien avec un contexte, une situation professionnelle, de finalement peut-être le reformuler et voir sur chacune de ces compétences qui est assez large, qu'est-ce que moi je peux venir préciser, qu'est-ce qui me semble vraiment important pour le public que j'ai en face de moi. Donc m'approprier ce référentiel et ensuite voir quelles sont les méthodologies qu'on a vues qui semblent le plus adaptées, mais aussi peut-être où va ma préférence? Est-ce que je serais plutôt une appétence pour la pédagogie de projet parce que ça me parle, parce que j'ai envie de mettre en action? Est-ce que ça me semble plus simple d'aller vers l'étude de cas? Donc, de prendre en compte ça et de ne pas hésiter à me former, en fait, à me faire accompagner pour peut-être démystifier un peu ces techniques pédagogiques qui font peur, mais qui s'appuient déjà sur les compétences et l'expérience quotidienne des enseignants. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, notre échange touche déjà à son terme. Merci encore Aurélie Castis pour l'expérience que vous avez bien voulu partager avec nous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Thank you.